La Fondation Science et Conscience. Ava, la présidente de la Fondation Science et Conscience, pénètre, suivie d'Esrim et de Sheva, dans une sorte de cabine opaque. À l'intérieur, les parois deviennent soudain transparentes. La forêt et le ciel apparaissent comme par magie autour d'eux. « Alors tu sais qui je suis ? » ?»« Oui, tu es Esrim Patterson, un éminent chercheur de LifeTech. C'est pour cela que je vous ai extrait des pattes de la brigade de chimères. »« Ah ? Qu'attends-tu de moi ? » ?»« Tu vas comprendre. » La présidente donne un ordre bref et la pièce s'enfonce dans le sol, telle une cabine d'ascenseur. Le ciel disparaît rapidement, comme une trappe qui se referme au-dessus d'eux. Esrim et Sheva se regardent sidérés. Sous terre, ils débarquent au cœur d'une immense salle où se croisent des personnes portant la même combinaison argentée avec un sigle S et C inscrit dans le dos. Dans un premier temps, je vais vous montrer nos laboratoires de recherche. La présidente les précède et s'engage dans un si long corridor que l'on n'en perçoit pas la fin. Prenez un émouet. C'est un transport individuel très pratique. On le commande par de simples gestes de la main, comme ceci pour avancer et comme cela pour s'arrêter. À droite, à gauche, en arrière. Voyez-vous, c'est très simple. Le émouet, produit d'une technologie MHD, est constitué d'une plateforme métallique et d'un demi-arceau horizontal à l'avant fixé sur un haut pied. On se maintient sur l'engin avec une main posée sur l'arceau. La présidente les précède et stoppe devant le premier laboratoire. Des chercheurs les saluent lorsqu'ils y pénètrent. Dans cet immense labo qui comprend plusieurs unités, nos chercheurs étudient les états modifiés de la conscience. Tenez par exemple, ici on étudie la transe et les rêves. Là-bas, la perception du futur, la vision extrasensorielle ou bien encore la télépathie. Tenez, au fond, vous pourrez aussi découvrir l'unité consacrée aux drogues synthétiques où l'on recherche les conséquences d'une profonde altération de la conscience humaine qui permet d'accéder momentanément à la réalité d'une conscience universelle. Nos volontaires sont eux-mêmes des chercheurs, de sorte qu'ils peuvent avoir une meilleure analyse de leurs expérimentations. Mais continuons et dirigeons-nous maintenant vers le laboratoire suivant. Ils stoppent leurs émouets devant une porte portant l'inscription « Near Death Experience ». À l'intérieur, une haute salle les accueille. Il semble ne pas y avoir âme qui vive. Un complexe de machines et de hauts tubes transparents leur fait face. Esrim et Sheva constatent avec angoisse qu'un de ces tubes contient un être humain nu plongé dans un liquide, pieds en l'air, tête en bas. La présidente intervient rapidement. C'est un de nos cobayes. Les chercheurs lui ont administré un sérum afin de le placer dans un état très proche de la mort. Mais il va se réveiller sans aucune séquelle après l'expérience. Ne vous inquiétez pas. Une approche phénoménologique de la conscience se révèle à leurs yeux de labo en labo. Tous les résultats contredisent le fait que la conscience serait le résultat de processus cognitifs. Les scientifiques de la Fondation sont en train de prouver ce qu'avaient prédit certains scientifiques minoritaires avant les 7 guerres. La conscience ne serait pas produite par le cerveau. Celle-ci serait le fruit d'un merveilleux mécanisme d'interaction entre un récepteur intelligent et un océan d'informations. Les chercheurs s'interdisent toute discussion philosophique concernant les concepts d'âme ou d'esprit. Ce qui les motive est d'arriver à prouver scientifiquement que la conscience gouverne l'univers et que le temps et la matière ne sont que des réalités émergentes de la conscience. Afin d'aborder le dernier labo, veuillez me suivre dans mon bureau où nous pourrons discuter plus à notre aise. Il s'installe dans le confortable bureau de la présidente, contigu à la salle de l'assemblée de la Fondation. La présidente se justifie sur la raison de la création de la Fondation. Le monde de la science officielle n'a jamais voulu changer de paradigme. Aussi les politiques de l'Union mondiale n'ont permis aux chercheurs et aux ingénieurs à exercer leurs recherches que dans une unique voie, qui a toujours été pour nous une impasse. Ce post-humain qu'ils élaborent, cet Homo Deus, est une illusion, qui nous éloigne un peu plus de la réalité du monde. Le gouvernorat nous catalogue comme une secte transhumaniste, pensant que nos activités sont tournées vers l'intelligence artificielle et les neurosciences. Mais ce sont des menteurs, car les vrais transhumanistes, ce sont eux. Les membres de l'Union mondiale, avec leur laboratoire LifeTech, ces temples de la religion biotechnologique. Au sein de la Fondation, nous cherchons dans une toute autre direction. Nous expérimentons tous azimuts afin de comprendre les arcanes de notre réalité. Pour nous, la conscience est la clé de voûte qui organise notre univers. Comprenez bien que les scientifiques de LifeTech font fausse route lorsqu'ils misent tout sur la biotechnologie jusqu'à vouloir transformer l'homme en une machine sans âme.
LifeTech se révèle une folle entreprise menée par de dangereux idéologues. Esrim approuve la présidente. L'approche est très intéressante. Elle nous a même passionnés. Mais qui finance la fondation? L'investissement semble énorme. Monsieur Randall Tusk, le petit-fils d'un richissime entrepreneur d'avant les 7 guerres, nous a légué son immense fortune. Mais revenons à nous. Si je vous retiens temporairement tous les deux, c'est pour une raison simple. Je souhaite négocier avec le gouvernorat. Sheva se lève et s'avance vers le bureau de la présidente. Si je comprends bien, nous sommes tes prisonniers, et tu vas nous échanger moyennant une rançon. Doucement, sois tranquille. Je n'ai jamais dit cela. Esrim invite Sheva à venir tranquillement se rasseoir. Je voudrais simplement qu'Esrim puisse témoigner devant le gouvernorat. Témoigner que nos activités sont pacifiques, que nos travaux scientifiques sont uniquement orientés, comme tu les vois, vers une connaissance ontologique de la conscience, et surtout que nos objectifs sont pacifiques. Esrim intervient. Et cette arme paralysante utilisée contre les chimères alors? Ce n'est pas une technologie issue de notre recherche. Tu comprendras lorsque nous irons visiter le dernier labo. Témoigner de vos activités, je peux le faire sans aucun problème. Mais je ne souhaite nullement qu'on retourne entre les mains du gouvernorat. Et ce serait condamner Sheva à mort. Elle ne fait pas partie de l'upper class. Bien entendu, je le comprends fort bien. Après ton témoignage et l'assurance par le gouvernorat qui ne s'attaquera pas à notre fondation, je leur indiquerai que je vous laisserai repartir vers la destination que vous souhaitez. Et tu sais très bien qu'ils nous pisteront dès notre départ de cet endroit. Pas si je te fournis la technologie nécessaire pour ne pas se faire repérer par la DMA. Alors si tu es d'accord, je te propose d'envoyer un message au gouverneur et à ton père, afin de les informer et de les tranquilliser. Le gouvernorat souhaite mettre le nez dans nos affaires depuis longtemps. Je suis certaine qu'il est tout proche de passer à l'action contre nous. Esrim jette un regard à Sheva qui acquiesce d'un hochement de tête. Entendu. Mais si tu décidais malgré tout de nous garder en otage? Mais pour quelle raison le ferais-je? Je fournirai au gouvernorat la preuve de votre départ de la fondation, et ainsi je démontrerai notre bonne foi. Ils n'auront dès lors aucune raison de s'attaquer à nous. Sauf à penser que votre fondation développe des armes dangereuses qu'elle pourrait utiliser contre le gouvernorat. Tu sais que je les crois capables d'essayer de vous détruire quand même. À toi de bien faire passer ton message rassurant au gouvernorat. Il ne s'agit pas d'une arme conçue contre lui, c'est une technologie que nous pouvons utiliser qu'à petite échelle. Dis-leur que sa mise en œuvre pour une attaque d'ampleur sur le territoire est complètement impossible à réaliser. Maintenant, allons voir ce fameux labo dont je vous ai parlé. Pour cela, je dois vous déclarer au logiciel de sécurité. Suivez-moi afin d'effectuer cette procédure obligatoire dans le bureau des accès sécurisés. Après cette formalité, ils reprennent leurs émouets, puis s'arrêtent devant la porte du labo. Il n'y a rien indiqué sur la porte, à part une mention sur le côté. Entrée strictement interdite à toute personne non autorisée. Ava les précède en entrant dans le sas afin d'effectuer la procédure de reconnaissance faciale, digitale et volumétrique. Esrim et Sheva se soumettent au même exercice. Peu de personnes sont autorisées à pénétrer dans ce lieu. Moi, les 2 secrétaires généraux de la fondation et quelques chercheurs. Sheva fait part de son étonnement. Alors pourquoi nous amènes-tu ici? Toujours pour témoigner auprès du gouvernorat? Non, car ces imbéciles du gouvernorat ne nous croiraient pas. Il faut que d'autres personnes en dehors de notre fondation sachent que nous sommes désormais en mesure de comprendre la véritable réalité de notre univers. Si un jour la fondation venait à disparaître, il resterait vous deux pour en témoigner. Esrim et Sheva sont à la fois stupéfaits et excités par la promesse suscitée par les paroles d'Ava. En sortant du sas, ils débouchent sur un immense espace. Le ciel apparaît au-dessus d'eux, circonscrit dans une forme ovale parfaite. Le reste du lieu est occupé par des alcôves assez profondes. La lumière ne semble pas y pénétrer complètement. Ava se dirige vers l'une d'elles, puis elle s'approche d'une sorte de sarcophage transparent où semble dormir un être anthropomorphe étrange, avec une tête hypertrophiée. Voici un de nos visiteurs. Il vient de ce que nous appelons communément le futur, mais d'autres ici viennent du passé. Le temps n'a ici aucune espèce d'importance. Ils voyagent jusqu'à nous dans des bulles quantiques, puis repartent quand ils le désirent. Leur pseudo-sommeil est une plongée active dans l'océan de la conscience qui baigne notre univers. Pendant leur séjour ici, ils nous donnent l'occasion unique de les étudier. Esrim et Sheva sont absolument sidérés par cette rencontre. Ils ont un mal fou à réaliser la portée du moment qu'ils vivent. Sheva, toujours curieuse, se lance la première. C'est incroyable, mais ils viennent d'où?
De quelle planète? De la planète Terre. Ce sont des humains comme nous, mais issus d'une évolution de l'espèce humaine. Esrim interroge Ava à son tour. Comment communique-t-on avec eux? Par la pensée. Ils n'utilisent plus depuis fort longtemps de langage articulé. Nous nous comprenons par la pensée dans une espèce de langage universel évident. Quand décident-ils de venir ou de repartir? Dès qu'ils le désirent. Leurs vaisseaux apparaissent par ici. Ava désigne le grand ovale. Ils sont venus ici à la Fondation car ils ont constaté que nos recherches allaient dans la bonne direction. Ils en ont eu assez d'approcher tous les différents potentats du monde depuis fort longtemps. Ils n'ont trouvé face à eux que des pouvoirs archaïques, ne pensant qu'à exploiter leur technologie à des fins militaires ou de domination du monde. Alors que nous, ils nous font entièrement confiance. Ils nous ont livré quelques-unes de leurs technologies dans ce rayon que vous avez pu observer à l'œuvre. Ils ne s'en servent que pour certaines tâches pacifiques bien précises, bien loin pour eux l'idée d'en faire une arme. D'ailleurs, ils ne connaissent plus la guerre, les luttes de pouvoir et le mal depuis longtemps. Ces visiteurs pensent que nous pourrions en avoir besoin pour nous défendre face au gouvernorat, même si c'est une notion totalement primitive pour eux. Présidente, ces êtres sont-ils mortels? Bien entendu. Mais cela n'a aucune importance, car la mort n'est qu'une libération et un retour de l'être spirituel dans l'océan primordial de la conscience universelle. Elle se réincarne ou pas, mais perdure dans l'éternité, car le temps n'existe pas en dehors de la matière. Il est une illusion de notre réalité terrestre. Esrim observe au-dessus du sarcophage une batterie d'appareils qui servent à enregistrer les données utiles aux chercheurs. Le couple est vraiment très impressionné. Il sent intuitivement que c'est ici, dans la Fondation, que se joue l'avenir de l'humanité. Esrim comprend que son témoignage devant le gouvernorat devient désormais capital, bien au-delà de sa propre personne. Il faut absolument que cette fondation Science et Conscience puisse perdurer et parvenir au but qu'elle s'est fixé, comprendre la nature ontologique du réel. S'interroge aussi sur la pertinence du projet d'Arba et Ramishim. Le hasard a conduit ici Esrim et Sheva. Mais qu'est-ce que le hasard? Eva reprend la parole devant l'évidente stupéfaction de ses deux hôtes. Allons voir des formes de vie qui ont pris d'autres trames évolutives. La présidente invite Esrim et Sheva à faire d'autres découvertes. Des formes non anthropomorphes se tiennent dans certaines alcôves. Elles ressemblent vaguement à des formes animales connues. Les visiteurs peuvent donc prendre différentes formes, mais l'important n'est pas là. Ils sont mus par le même principe universel, la conscience.